En matière de politique étrangère, le président des États-Unis a deux rôles essentiels. Le premier est de contenir le complexe militaro-industriel, ou CMI, qui pousse toujours à la guerre. Le second est de contenir les alliés des États-Unis, qui s'attendent à ce que les États-Unis aillent en guerre en leur nom. Quelques présidents avisés réussissent, mais la plupart échouent. Joe Biden est certainement un échec. L'un des présidents les plus avisés était Dwight Eisenhower. Fin 1956, il a été confronté à deux crises simultanées. La première était une guerre désastreusement mal avisée, lancée par le Royaume-Uni, la France et Israël pour renverser le gouvernement égyptien et reprendre le contrôle du canal de Suez suite à sa nationalisation par l'Égypte. Eisenhower a forcé les Alliés à arrêter leur attaque effrontée et illégale, y compris par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies parrainée par les États-Unis. La seconde crise était le soulèvement hongrois contre la domination soviétique de la Hongrie. Bien qu'Eisenhower ait sympathisé avec le soulèvement, il a sagement évité d'impliquer les États-Unis en Hongrie, évitant ainsi un dangereux affrontement militaire avec l'Union soviétique. Le discours d'adieu historique d'Eisenhower au peuple américain en janvier 1961 a alerté le public sur le pouvoir croissant du complexe militaro-industriel. Dans les conseils du gouvernement, nous devons nous garder contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non par le complexe militaro-industriel. Le potentiel pour l'ascension désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devrions rien tenir pour acquis. Seul un peuple alerte et informé peut contraindre à l'engrenage approprié de l'immense machinerie industrielle et militaire de défense avec nos méthodes et objectifs pacifiques, de sorte que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble. Même Eisenhower n'a pas totalement maîtrisé le complexe militaro-industriel, en particulier l'Agence centrale de renseignement. Aucun président ne l'a fait entièrement. La CIA a été créée en 1947 avec deux rôles distincts. Le premier, valide, était celui d'une agence de renseignement. Le second, désastreux, était celui d'une armée secrète pour le président. Dans cette dernière capacité, la CIA a mené un échec calamiteux après l'autre depuis l'époque d'Eisenhower jusqu'à maintenant, incluant des coups d'État, des assassinats et des révolutions colorées orchestrées, tout cela ayant produit un chaos et une destruction sans fin. Après Eisenhower, John F. Kennedy a brillamment résolu la crise des missiles de Cuba en 1962, évitant de justesse l'Armageddon nucléaire en faisant face à ses propres conseillers belliqueux pour atteindre une solution pacifique avec l'Union soviétique. L'année suivante, il a réussi à négocier le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires avec l'Union soviétique, malgré les objections du Pentagone, puis a obtenu la ratification du Sénat, éloignant ainsi les États-Unis et l'Union soviétique du bord de la guerre. Beaucoup croient que les initiatives de paix de Kennedy ont conduit à son assassinat par des officiels de la CIA agissant en roue libre. Biden a rejoint la longue liste de présidents qui ont gardé classifiés ou expurgé des milliers de documents qui pourraient éclairer davantage sur l'assassinat. 60 ans plus tard, le complexe militaro-industriel a une emprise de fer sur la politique étrangère américaine. Comme je l'ai récemment décrit, la politique étrangère est devenue un racket d'initiés, avec le complexe militaro-industriel aux commandes de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État, des comités des services armés du Congrès et bien sûr de la CIA, le tout dans une étreinte étroite avec les principaux entrepreneurs de l'armement. Seul un président exceptionnel pourrait résister au profit de guerre sans fin de cette énorme machine de guerre. Hélas, Biden n'essaye même pas. Tout au long de sa longue carrière politique, Biden a été soutenu par le complexe militaro-industriel et a en retour soutenu avec enthousiasme les guerres de choix, les ventes massives d'armes, les coups d'État soutenus par la CIA et l'élargissement de l'OTAN. Le budget militaire de Biden pour 2024 bat tous les records, atteignant au moins 1,5 trillion de dollars en dépenses pour le Pentagone, la CIA
la sécurité intérieure, les programmes d'armement nucléaire hors Pentagone, les ventes d'armes étrangères subventionnées, d'autres dépenses liées aux militaires et les paiements d'intérêts sur les dettes liées aux guerres passées. En plus de cette montagne de dépenses militaires, Biden cherche à obtenir 50 milliards de dollars supplémentaires en financement d'urgence pour la base industrielle de défense de l'Amérique, afin de continuer à envoyer des munitions en Ukraine et en Israël. Biden n'a aucun plan réaliste pour l'Ukraine et a même rejeté un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine en mars 2022 qui aurait mis fin au conflit sur la base de la neutralité ukrainienne en mettant fin à la tentative vaine de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Vaine parce que la Russie ne l'acceptera jamais. L'Ukraine représente une grosse affaire pour le MITSI, des dizaines et potentiellement des centaines de milliards de dollars de contrats d'armement, des installations de fabrication à travers les États-Unis, l'opportunité de développer et de tester de nouveaux systèmes d'armes. Donc Biden continue la guerre malgré la destruction de l'Ukraine sur le champ de bataille et les morts tragiques et inutiles de centaines de milliers d'Ukrainiens. Le MIC, et donc Biden, continue d'éviter les négociations, même si des négociations directes entre les États-Unis et la Russie concernant l'OTAN et d'autres questions de sécurité, telles que le placement de missiles américains en Europe de l'Est, pourraient mettre fin à la guerre. En Israël, l'échec de Biden est encore plus flagrant. Israël est dirigé par un gouvernement extrémiste qui méprise la solution à deux États, selon laquelle les Israéliens et les Palestiniens devraient vivre côte à côte dans deux États souverains, pacifiques et sécurisés, ou en effet toute solution accordant aux Palestiniens leurs droits politiques. La solution à deux États est profondément ancrée dans le droit international, incluant les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU et supposément dans la politique étrangère des États-Unis. Les dirigeants arabes et islamiques sont engagés à normaliser et sécuriser des relations sûres avec Israël dans le contexte de la solution à deux États. Pourtant, Israël est dirigé par des zélotes violents qui font valoir la revendication messianique selon laquelle Dieu a donné à Israël toute la terre de la Palestine d'aujourd'hui, y compris la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Ces zélotes insistent donc sur la domination politique sur les millions de Palestiniens qui vivent parmi eux, ou leur anéantissement ou expulsion. Netanyahou et ses collègues ne cachent même pas leurs intentions génocidaires. Bien que la plupart des observateurs étrangers ne comprennent pas pleinement les références bibliques que les dirigeants israéliens invoquent pour justifier leur massacre massif continu du peuple palestinien. Israël fait maintenant face à des accusations très crédibles de génocide devant la Cour internationale de justice dans une affaire portée par l'Afrique du Sud. Le dossier documentaire présenté par l'Afrique du Sud et d'autres est aussi clair qu'il est glaçant. La politique israélienne n'est pas une politique de pragmatisme et certainement pas une politique de paix. C'est la politique de l'apocalypse biblique. Biden fournit néanmoins à Israël les munitions nécessaires pour commettre ces crimes de guerre massifs. Au lieu d'agir comme Eisenhower et de presser Israël de mettre fin à son massacre en violation du droit international, y compris la Convention sur le génocide, Biden continue d'envoyer des munitions, contournant même l'examen du Congrès dans la mesure maximale possible. Le résultat est l'isolement diplomatique des États-Unis du reste du monde et l'implication croissante de l'armée américaine dans une guerre qui s'étend rapidement et de manière trop prévisible à travers le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran et le Yémen. Lors du récent vote de l'Assemblée générale des Nations unies soutenant l'autodétermination politique du peuple de Palestine, les États-Unis et Israël se sont retrouvés seuls sauf deux votes. La Micronésie, liée par un pacte à voter avec les États-Unis, et Nauru, population 12 000. La politique étrangère de l'Amérique est sans direction, avec un président dont la seule recette de politique étrangère est la guerre. Alors que les États-Unis sont déjà profondément impliqués dans les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, Biden a également l'intention d'envoyer davantage d'armes à Taïwan, malgré les vives objections de la Chine que les États-Unis
violant ainsi les engagements de longue date envers la politique d'une seule Chine, y compris l'engagement pris il y a 42 ans dans le communiqué conjoint États-Unis-RPC que le gouvernement américain ne cherche pas à mener une politique à long terme de vente d'armes à Taïwan. La sombre prophétie d'Eisenhower s'est confirmée. Le complexe militaro-industriel menace notre liberté, notre démocratie et notre survie même.